Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter économique, et nous accueillons Piero San Giorgio, auteur de l'ouvrage Survivre à l'effondrement économique, paru en 2020 aux éditions Culture et Racine. Donc, merci à tous les deux d'être avec nous. Bonsoir et merci de votre invitation. Un plaisir. Alors, Piero San Giorgio, dans votre livre, vous dites qu'un effondrement économique est inévitable et qu'il faut s'y préparer à tout prix. Donc, vous présentez le survivalisme comme étant la solution pour y faire face. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous inquiéter de la situation économique et pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au survivalisme? Alors, tout d'abord, le livre en fait a été publié en 2011. Simplement, c'est une réédition en 2020. Et en réalité, vous savez, j'étais un cadre supérieur dans l'industrie des logiciels depuis les années 90, depuis le début des années 90. 4 sub dans le marketing, dans les ventes. Euh, j'ai fait quelques dot-com à l'époque où c'était à la mode. Et donc, rien ne m'avait amené à vivre dans une ferme en essayant de travailler mon autonomie avec mon potager, les animaux, etc., en plus de tout le reste. Au contraire, j'étais dans les avions, j'étais sur la place 8A, parce qu'on n'était pas toujours en business, mais 8A et dans les hôtels à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, les anciens pays de l'Est, et pour des sociétés américaines, donc j'avais mon pied-à-terre à San Francisco, etc., etc. Et puis, j'ai pris conscience, en fait, la guerre contre l'Irak de 2003 m'a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de mensonges dans les médias. Voilà, j'ai été un peu déniaisé du point de vue informationnel à cette époque-là. Et j'ai aussi pris conscience de la réalité écologique du monde, qui pour moi est la suivante. Nous sommes passés en 2 siècles de 1 milliard à 8 milliards d'habitants. Je résume, hein, donc les premières 100 pages de mon premier livre. Ces 8 milliards d'habitants consomment de plus en plus, et tant mieux pour eux, et c'est très bien. C'est l'envie de l'être humain de se donner du confort, d'avoir un toit, de se vêtir, d'avoir voilà, des gadgets, des conforts, de véhiculer, de voyager, de découvrir le monde, d'apprendre. Et ce faisant, il a besoin d'énergie. Toute l'économie, in fine, n'est que énergie. On ne peut pas construire. J'interrogeais Stiglitz, prix Nobel, il y a une dizaine d'années, qui me disait, mais l'énergie, il y en aura toujours. Ok, très bien. Je vois que le niveau prix Nobel est assez bas. Donc, sans énergie, on n'a rien. On a besoin de tout ce qu'on a autour de nous, c'est de l'énergie. Et essentiellement, quand on parle d'énergie, en réalité, c'est du pétrole. Même l'extraction de cuivre, de charbon, de tout ce qu'on veut, nécessite des pelleteuses, des camions. Il faut tout transporter. Même les éoliennes, les énergies renouvelables sont à 100% basées sur du pétrole. Il faut transporter les panneaux solaires, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, la nourriture également. Il faut en produire de plus en plus pour ces 8 milliards de personnes qui, pour tous ceux qui connaissent le monde, ne souhaitent pas vivre comme le paysan du Mali ou de la Tanzanie, d'où je reviens là, il y a quelques jours, mais souhaitent vivre avec un téléphone portable. C'est très amusant de voir des Maasai en plein milieu des parcs naturels avec leur iPhone. Et ils souhaitent vivre avec de plus en plus de confort, et leur modèle, c'est les États-Unis. Modèle américain, états-unien, qui consomme un footprint écologique. Alors, en bon français, on dirait une empreinte écologique qui est à peu près de 7 planètes Terre par année. Donc, ils consomment, les États-Unis, l'Américain moyen consomme par habitant l'équivalent de 7 planètes, enfin, en part de l'ensemble des ressources disponibles, énergétiques, etc. Ce que la planète, 7 fois plus que ce que la planète peut s'auto-renouveler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît en écologie. Alors malheureusement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait l'espoir que l'inventivité humaine et le libéralisme qui a existé à un moment au 19e siècle, peut-être au début du 20e siècle, nous a permis de développer des technologies, de l'innovation qui nous permettent de pallier. Après tout, on a eu la Révolution verte. D'ailleurs, des gens comme Malthus, au début du 18, fin du 18e, début du 19e siècle, sauf erreur, nous disait on ne pourra pas croître éternellement. À un moment, on va arriver à la fin des ressources. Et pour l'instant, on a montré que c'était faux pour l'instant, puisqu'on a toujours réussi, en tout cas les 2 derniers siècles, on a réussi à pallier, à faire en sorte qu'on passe de 1 milliard à 8 milliards de personnes avec la médecine, avec des nouvelles ressources, etc. Simplement, nous avons cassé toutes les règles, sauf avec cette créativité, on a aussi cassé les règles comptables, les règles économiques, où on crée de l'argent à partir de rien, on n'a plus
d'étalons or, on n'a plus d'étalons argent depuis ma naissance, depuis plus de 50 ans. Et on commence à arriver vers une croissance qui est frauduleuse en réalité. On a de la fausse croissance, essentiellement dans des services, on a moins de production industrielle, surtout en Occident, il faut le dire. En Chine, l'industrie, ils connaissent, en Russie, ils connaissent, en Inde, ils connaissent. Chez nous, on commence à ne plus connaître ce que c'était. Pourtant, l'Occident a été le moteur du monde pendant un siècle et demi. Et donc, ces courbes, elles continuent à monter de manière exponentielle, donc population, consommation énergétique, production de nourriture. Et la question est jusqu'à quand elles arrivent à monter? Est-ce qu'on arrive à faire une transition démographique? En Occident, peut-être, d'ici 50 ans, ce sera fait. Dans les autres pays, on n'est pas sûr, mais peut-être qu'on le fera aussi. Mais c'est ces prochaines 50 ans, et pour moi, les 5-10 prochaines années deviennent critiques parce qu'on a un problème d'approvisionnement de ressources. Les crises géopolitiques ne sont pas là par hasard. Hein. Les États-Unis n'ont pas envahi le Zimbabwe ou le Pérou. Ils sont allés en Irak, puis en Libye, en Syrie, peut-être demain en Iran. Enfin, c'est de plus en plus difficile pour eux parce qu'eux aussi, ils ont des problèmes majeurs. Mais on voit que la géopolitique s'imbrique dans l'économie. D'ailleurs, elle est souvent dépendante de l'économie. Et l'économie est dépendante de l'énergie qui a un lien avec la population et la consommation. Donc, c'est avec ces briques et ces chaînes que j'ai développé le raisonnement de mon premier livre. Et j'en suis arrivé en continuant les courbes. Alors, encore une fois, je me suis basé sur des entretiens que j'ai eus avec, à l'époque, de Marjorie, qui était chez Total en Arabie Saoudite à l'époque, qui était un de nos clients. Je me souviens avoir discuté avec pas mal de monde et tout le monde nous disait, voilà, à l'horizon 2020-2025, ça va être difficile. Alors, les pétroles de schiste ont repoussé ça, et c'est très bien. Je suis très content qu'on ait probablement gagné 10 ans d'énergie fossile grâce au pétrole de schiste, notamment aux États-Unis. Et il y a sans doute, on pourra en reparler si vous voulez, il y a tout un discours à avoir sur le pétrole, parce que aujourd'hui on en a, et on en a autant qu'on en a envie. Il est plus cher qu'il y a quelques années, mais on en a. Donc la question c'est jusqu'à quand et à quel prix et à quel investissement énergétique on peut en obtenir de manière rentable. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est avec cette dette colossale qui a été créée pour financer cette croissance frauduleuse dont je parlais de manière extrêmement résumée, est-ce qu'on va résoudre cette équation qui me semble très difficile à résoudre avec une dette qui monte de manière exponentielle et cette consommation liée à cette croissance démographique dont j'ai parlé? Et bien pour ça, on a des dirigeants, on a des gouvernements, on a des élites. Et ces élites, si elles sont compétentes, si elles sont intelligentes, si elles sont créatives, a priori, on résout les problèmes. Et là, je commence à avoir des gros doutes. Déjà, il y a une vingtaine d'années, pratiquement 20 ans, en 2003, j'ai encore mes notes, où j'ai pris mes notes pour écrire le premier livre, qui a heureusement eu beaucoup de chance, qui traduit une douzaine de langues. Et là, je me suis dit, les élites, elles voient à court terme, en tout cas en Occident, elles ne sont pas très bien éduquées, elles sont inexpérimentées, et de plus en plus, elles sont bizarres. On pourra en discuter si vous voulez. Et on en voit de plus en plus, hein, des gens bizarres chez les gouvernements et les élites, et surtout, ils ne comprennent rien à l'économie, à mon avis. Et donc, je me suis dit, autour de 2005, en fait, ça ne va pas bien se passer. Et j'ai commencé, tout en gardant mon boulot à côté, à me préparer. J'ai commencé à désinvestir de la bourse. J'avais à un moment monté ma startup, je l'ai vendue, et investir dans des moyens de production autonomes personnels. Alors, c'est à l'échelle d'une petite famille, hein, c'est pas industriel, c'est pas Bill Gates qui achète des terres par millions d'hectares. Je suis resté relativement modeste ici en Suisse, d'autant que l'immobilier, le foncier est très cher ici. Et j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on peut devenir, tout en gardant un pied dans le monde moderne, hein, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de la pierre ni de vivre en troglodyte, de développer un minimum d'assurance de survie au cas où ça irait très très mal. Et je crains que quand l'économie ira mal, parce que déjà il y a souvent des cycles économiques avec des crises, c'est étonnant, on en a moins, visiblement on ne veut absolument pas qu'il y ait de crise. En cas de grosse crise, à mon avis, les gens vont pas être gentils. Et donc, il faut se préparer, à mon avis, loin des villes,
avec un minimum d'autonomie, avec un très bon réseau de gens, d'amis, de famille, pour développer les 7 points que j'explique dans mon livre, on en reparlera peut-être, et qui nous permettent d'avoir un minimum d'autonomie, de résilience, et tout ça, mais il faut le financer probablement. Donc il y a aussi une résilience financière et économique avant la survie pure, on va dire. Et Philippe, vous êtes J'essaie de d'accord? résumer très très court 300 Oui, pages de mon bouquin. oui, j'imagine que c'est pas évident. Mais Philippe, donc vous êtes d'accord avec l'idée il faut se préparer à une situation qui est quand même grave, il faut se préparer au pire, parce que c'est quelque chose qui est quand même très pessimiste. Alors, ce que l'on a vu avec la crise du Covid, c'était la perte totale du contrôle démocratique et la perte totale également d'éthique au sens de la charte de Munich des journalistes, relayant des mensonges absolus, éhontés, de façon totalement délibérée. Je dis ça parce que effectivement, j'ai en face de moi Pierrot, qui vit dans un pays où il y a encore des votations, où le contrôle démocratique n'a pas encore totalement échappé aux citoyens, même si on voit bien que derrière certains scrutins en Suisse, j'ai regardé ça, il y a des biais évidents. Par exemple, au lieu de voter sur un sujet à la fois, maintenant on fait voter sur deux. Le deuxième dépendant du premier. Donc finalement, si vous voulez le 2, vous êtes obligé d'accepter le 1. Enfin, oui, il y a déjà des choses qui devraient être critiquées, mais je pense que le contexte, en plus de ce que décrit Pierrot, c'est que nous sommes dans un contexte de perte euh, des fondements de la démocratie et nous sommes en train de perdre l'illusion que l'État veut notre bien. On comprend bien qu'avec le Covid, son but n'était pas de nous protéger, puisqu'on a injecté un machin expérimental à des jeunes qui ont développé par milliers des problèmes cardiaques qui ne craignaient rien du Covid. Il y a eu rien à faire. Le Conseil constitutionnel français a absolument tout validé, y compris l'anti-science absolue et avec la complicité des médias. Donc, quand vous êtes dans ce contexte-là, que vous savez que l'État est malveillant, que sa principale préoccupation aujourd'hui est de vous contrôler, vous pouvez imaginer qu'il va essayer de le faire par tous les moyens possibles. Parmi les hypothèses sur lesquelles nous planchons et que nos abonnés connaissent, il y a la probable montée en puissance de la monnaie numérique, Bonjour à à tous. travers de laquelle on contrôlera tout ce que nous consommons. Ce matin, je regardais justement une intervention. Je ne sais pas s'il était président d'une grande banque ou d'une société de cartes de crédit. J'ai vu ça, malheureusement. J'ai pas eu le temps de noter sa fonction exacte. Donc un intervenant qui était en solo, hein, voilà, donc un invité du forum, expliquant que grâce à cette nouvelle carte de crédit, on allait pouvoir mesurer exactement l'impact carbone de tout ce que nous consommons. Voilà où nous en sommes. Donc, que ce soit aussi bien, je ne sais pas, un Alibaba qu'un Amazon, etc., pour peu qu'ils décident de collaborer avec l'État, on pourra dresser un profil carbone de chaque citoyen et lui dire à un moment, bah stop, vous avez fait trop de miles en avion, vous avez fait trop de plein, vous avez consommé trop de services qui ont un fort impact en termes d'incidence sur les capacités informatiques, tout ça. Et en Allemagne, nous voyons aujourd'hui se développer une protestation forte contre les mesures visant à priver les agriculteurs de ristournes sur le coût des carburants, donc ils ont un besoin absolument vital pour cultiver ou pour chauffer les serres ou pour chauffer les, les étables, enfin, et tout ça au nom d'une idéologie qui, là encore, on est dans l'anti-science complète, hein.
les explique que 0,4% de l'atmosphère terrestre sera responsable du réchauffement, alors que toutes les études scientifiques prouvent que c'est le réchauffement qui entraîne l'augmentation du carbone. Donc, en Allemagne, les écologistes, alliés incontournables du gouvernement, sans quoi ils n'auraient plus de majorité, ont décidé qu'il fallait décarboner et que parmi ceux qui devraient décarboner de façon importante, voire radicale, eh bien, il y a les agriculteurs, c'est-à-dire c'est moins de 2% de la population. Mais comme justement, politiquement, ils ne pèsent plus rien, on a cru qu'on allait pouvoir absolument tout leur faire. Et qu'est-ce que c'est que ce tout leur faire? Alors, vous allez comprendre pourquoi on va tout de suite découvrir quelle est l'importance de la prise de conscience de l'autonomie alimentaire. Eh bien, aussi bien les agriculteurs allemands, agriculteurs et éleveurs allemands et néerlandais, on veut qu'ils ferment leur ferme des 1000 vaches, etc., parce que bon, beaucoup trop polluants. On veut qu'ils réduisent les surfaces qu'ils cultivent. Et en Allemagne, les écolos n'y vont pas par quatre chemins. On envisage facilement 10% de surface cultivable en moins d'ici 2030, avec reboisement, à raison de 10 000 hectares par an, 3% des terres agricoles consacrées à l'implantation de fermes d'éoliennes. J'imagine à peu près autant consacrées aux panneaux solaires. Donc ça, c'est des surfaces qui vont être couvertes de panneaux de béton, etc. C'est très, très écologiste. Ouais. Mais donc voilà, on va faire disparaître des zones cultivables. On va réintroduire, on va recréer les plaines inondables. Donc actuellement, elles sont cultivées. De nouveau, eh bien, elles redeviendront des espèces de semi-marais jouant un peu le rôle d'éponge en cas de crue. Et on va faire disparaître encore des dizaines de milliers d'hectares. Et actuellement, l'Allemagne est autosuffisante à 88% au niveau alimentaire. Enfin, si l'on appliquait aujourd'hui ce que préconisent les écologistes, on chuterait probablement en dessous de 80 très rapidement. Car les écolos ne veulent pas se contenter de réduire les surfaces cultivables, ne veulent pas se contenter de réduire le nombre de têtes des cheptels, des vaches qui produisent le lait, puisqu'on envisage d'importer le lait maintenant de Nouvelle-Zélande. Oui, oui, vous entendez bien, de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est un lait auquel on n'exigera pas de cahier des charges ni quoi que ce soit. Hein. Par contre, le lait français, allemand, néerlandais, lui, il faut vraiment respecter toutes les normes de Bruxelles. Donc, il est beaucoup plus cher à produire, voire même aujourd'hui, ça vaut plus le coup d'en produire puisqu'il n'est pas rentable. Mais heureusement, on importera du lait de Nouvelle-Zélande. On ne manquera pas de lait, peut-être. Donc voilà, l'Allemagne doit réduire sa capacité de production, mais plus encore, doit réduire également le nombre de pesticides qui est utilisé, réduire également la quantité d'engrais. Bon, ça vient tout seul parce qu'avec la flambée du prix du gaz, les engrais sont beaucoup plus chers qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. Et on devra faire du bio avec des rendements probablement inférieurs de 20 à 25%. Ce qui veut dire qu'en fait, si on appliquait exactement ce que les écolos veulent en Allemagne, ce ne serait pas 88% d'autonomie alimentaire, ce serait probablement 75%. La France était excédentaire, c'était même le principal exportateur céréalier européen et de diverses denrées. La France n'est plus autosuffisante sur le plan alimentaire. Et tout ceci, nous le devons uniquement à l'idéologie de réduction du CO2, l'idéologie de réduction des pesticides. Alors là, on peut en être d'accord, parce que si les abeilles disparaissent, on aura un vrai sérieux problème. Voilà. Mais en tout cas, ça ne nous empêchera pas d'importer, par contre, du blé, alors produit avec tous les pesticides que vous voulez, arrosé au glyphosate 4 ou 5 fois durant la pousse avant la moisson. On importera effectivement des produits venant de pays qui n'ont, alors là, aucun respect pour nos normes écologiques. Et donc, actuellement, les blocages qu'il y a en Allemagne, ça aboutit à quoi d'ores et déjà? Les étals de produits frais
dans beaucoup de grandes surfaces allemandes, dans la grande distribution, les étals, là, au bout d'une semaine, il n'y a déjà plus rien. Il n'y a plus de fruits, plus de légumes. Parce que les autoroutes sont bloquées, parce que les tracteurs sont dans les centres-villes par milliers. Et j'en reviens à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que la malveillance de nos élites, entre guillemets, est-ce qu'on est une élite à 34 ans ou à 38 ans comme ministre des Affaires étrangères, quand on n'a même pas un diplôme de droit international, ou 34 ans où on n'a jamais rien accompli. Qu'est-ce que ces gens-là seraient capables de faire si la France se trouvait confrontée à une pénurie alimentaire? Et ces gens-là, par contre, s'appuient sur le silence des médias, sur leur sur le propre néant de leurs compétences, et sur le fait que ce qui se passe en Allemagne n'est absolument pas relié, donc les gens ne savent pas, et ils ne sauront pas jusqu'au dernier moment ce qui leur pend au nez. Vous savez, c'est un peu comme la crise des subprimes. Jusqu'au 15 septembre 2008, on ne pouvait pas prévoir. Nous, ici, nous écrivions depuis 2006 des articles qui décrivaient ce qui allait se passer exactement, hein, avec des agences de notation produisant des estimations totalement fantaisistes ou surréalistes, et des banquiers centraux fermant complètement les yeux pour nous dire après ça, on ne pouvait pas prévoir. Donc voilà, on peut prévoir. Pierrot, tu sais prévoir. Et ce qui est certain, c'est que les médias et nos élites ne nous préviendront pas, évidemment. Et quand on sera en crise, ça sera une nouvelle façon de faire avancer leur agenda. Tout simplement pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est quand on est en période de crise qu'on peut faire admettre ou faire passer des mesures de toutes sortes, essentiellement liberticides, et où les gens, on leur dit, bah, c'est ça, ou c'est la cata absolue, où vous perdez tout, où vous n'aurez plus à manger, donc faites ce qu'on vous dit. Voilà, donc les médias ne nous préviendront pas s'il y a un vrai problème d'approvisionnement ou de risque sur notre autonomie donc de production agricole, etc. Nous ne serons pas prévenus, et ces gens-là n'ont aucune compétence pour nous tirer d'affaire. Donc, comment on se prépare à une pénurie générale comme celle-ci? Est-ce que le fait d'être autosuffisant, ça peut être une solution? Et comment on fait, enfin, pourquoi on commence? Alors, tout d'abord, je vous remercie. Vous avez soulevé une bonne dizaine de sujets fort intéressants. Et vous m'avez rappelé qu'effectivement, la crise des subprimes m'avait permis de shorter enfin, les actions que je connaissais. Et c'était la deuxième meilleure année de ma vie en bourse, la meilleure ayant été celle du Covid, où j'avais tout vendu avant le confinement et racheté le jour du confinement, ce qui m'avait fait faire la culbute dans les deux sens. C'était génial. Mais c'est vrai que c'était malheureusement des relativement petits montants. Mais c'est vrai que ce que vous expliquez, en fait, m'amène tout d'abord à redire ce que je disais avant sur un point. Nous avons des élites absolument exceptionnelles, puisque par malfaisance ou par incompétence, voire les deux ensemble, et à mon avis, c'est les deux ensemble, parce que ce que vous décrivez là ressemble beaucoup, pour les historiens qui nous écoutent, au plan Morgenthau qui avait été proposé pour la désindustrialisation de l'Allemagne. Et là, non seulement on la désindustrialise, mais on va aussi la déagriculturaliser, ce qui va être, en plus, avec le caractère allemand de tout faire de manière un petit peu excessive en général, euh, ça risque de très très mal se passer pour les Allemands qui sont en quasi-révolte. Alors, ce qui nous pose la question du cercle vicieux dans lequel ces élites et ces gouvernements et leurs propriétaires nous mettent, et se mettent eux aussi, puisque à pousser les populations à la quasi-famine, à la déchéance économique, ils vont faire face de plus en plus à des mouvements du style gilet jaune fois 1000. Et peut-être que la prochaine fois, ces mouvements, au lieu d'aller naïvement avec juste un gilet jaune, ils prendront le fusil de chasse avec eux. Ce sera beaucoup plus efficace pour obtenir ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Je dis ça, moi, je ne suis pas pour la violence, je suis pour les bisous, la bienveillance. Et moi, dans ma montagne, je regarderai ça de très loin. En revanche, ces mouvements, ils vont amener. En fait, je crois que les États et les élites ont peur. Ils ont peur de la population comme
les élites de 1910 avaient peur de la population et étaient toutes très enthousiastes par rapport à des guerres potentielles qui allaient réduire un petit peu tous ces gens. Et aujourd'hui, ben voilà, on veut les contrôler, on veut tout comprendre, tout savoir de ce qu'ils font, tout ce, de ce que nous faisons, de ce qu'on dépense, de ce qu'on mange, de ce que... Et entre l'idéologie et l'incompétence, parce que ces gens n'ont jamais travaillé en réalité. Je vois le gouvernement allemand, il n'y a personne qui a travaillé un jour de sa vie. Notre premier ministre non plus n'a jamais Oui, travaillé. c'est vrai, c'est vrai. Après, après, ce sont des courroies de transmission pour des gens au-dessus d'eux bien plus puissants et qui, eux, non plus n'ont pas beaucoup Oui, ils travaillé. Hein, c'est appliquent les ça, feuilles là. de route et ils déroulent les éléments de C'est langage qu'on ça, leur c'est ça. en glisse, ça, il n'y a pas de Vous doute. parliez de fin de démocratie. Je vois que ça fait belle lurette qu'en Occident, elle a disparu. Malheureusement, je la vois pas, je la vois pas dans beaucoup de pays du monde. Enfin, c'est ça qui est assez effrayant. Mais ça renaîtra d'ici quelques décennies sur les décombres. Alors, comment on fait? Alors, si on est très optimiste, vous parliez de pessimisme et d'optimiste, si on est très optimiste, on se dit que, comme notre ami Charles Gave, l'invention humaine, le libéralisme, forcément, va trouver des solutions. Mais moi, je crois qu'on n'est pas dans une société libérale, on n'est pas dans une société de créativité. Alors certes, on peut créer des entreprises, on peut amener des solutions, mais on se rend compte qu'on est quand même dans un monde très oligarchique, très oligopoliste. Il y a beaucoup d'oligopoles. Politique. Oui, et il y a des barrières d'entrée au marché qui sont à la fois élevées, mais aussi faussées par les subventions, les taxes étonnantes qu'un État, en France, c'est 60% du PIB à peu près, corrigez-moi, mais en Suisse, c'est 30%. Donc, entre ces deux extrêmes, c'est pas réjouissant, parce qu'un l'État devrait être 5% de l'économie, et puis c'est tout. Et encore, en ce qui me concerne, il serait à zéro. Mais je suis un peu extrême de ce côté-là, dans mon libertarianisme. Ce que l'individu peut faire, en revanche, il y a beaucoup de choses. Alors, on pourrait parler de l'autonomie financière avec comment est-ce qu'on va essayer de préserver nos économies, notre épargne, nos biens immobiliers dans un monde où l'État ne respecte même plus le droit à la propriété. On le voit que soit par des voies détournées en ajoutant des règles qui rendent, par exemple, encore une fois, des règles écologiques, par exemple, qui rendent nécessaire de retransformer ou de modifier nos domiciles, nos maisons, nos appartements pour être à des nouvelles normes. On doit dépenser de l'argent, ce qui fait que les moins bien munis vont peut-être devoir vendre et être rachetés par des grands groupes qui vont mettre tout ça en location et on sera très heureux en ne possédant rien, comme dit mon voisin ici du Schwab. Mais aussi, ça peut être de manière beaucoup plus directe. On a vu que les avoirs russes sont purement et simplement confisqués. Bon, moi, si j'étais chinois ou indien, je ne viendrais pas mettre un centime dans le monde occidental parce que je n'aurais aucune confiance. Alors, nous autres occidentaux, nous ne devrions pas non plus avoir confiance. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir plusieurs passeports, d'avoir plusieurs comptes en banque, d'avoir dans plusieurs géographies. Et encore une fois, on revient à cette vieille diversification que nous disaient nos pères et nos grands-pères dans le monde de la finance, qui nous disaient ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais maintenant il faut réfléchir en termes de géographie, en termes de blocs économiques même, et de types d'assets, comme on dit, d'actifs différents. L'immobilier n'est plus aussi sûr qu'avant, parce que si l'État vient vous le confisquer en disant votre maison de vacances là, que vous louez, en fait, on va mettre des migrants dedans ou elle est écologiquement pas saine, donc on vous la prend. Juridiquement, on voit bien que l'état de droit n'est plus là. Le citoyen ne pèse pas lourd face à tout cela. Donc, il va falloir réfléchir sur plusieurs géographies. En parlant d'actifs, il y a l'or. L'or est transportable. Bon, évidemment, si vous avez 100 millions en or, c'est difficile de le transporter, mais pour des sommes raisonnables, vous pouvez avoir des pièces, des petits lingots, de l'argent physique ou placé dans des entreprises spécialisées ou peut-être même à la banque. Si vous faites confiance à votre banque, attention. Il y a les crypto-monnaies qui, alors, on ne veut pas tortiller, c'est Bitcoin et Ethereum, et puis c'est tout. Les autres trucs, moi, je ne fais pas très confiance. Mais là aussi, vous n'allez pas mettre toute votre fortune dans ce genre d'actifs. Il va falloir vraiment diversifier, panacher et être capable d'être éventuellement mobile si vous voulez
continuer à éventuellement quitter cet Occident mourant. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas le quitter. Je vais rester dedans. Mes enfants, je leur conseille d'aller faire des stages et travailler en Asie, de voir d'autres parties du monde. Mais en ce qui me concerne, voilà, je suis trop vieux, je vais mourir ici, s'il le faut, les armes à la main, noyé dans le sang de mes ennemis. Mais avant ça, pour la plupart des gens qui sont normaux, je conseille en général de travailler son autonomie pour faire face aux coups durs. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et pendant des milliers d'années, ils ont toujours fait ça parce que nous avons toujours dû faire face à des hivers difficiles, à des changements climatiques constants et qui n'étaient pas dus à l'homme, ni au carbone, ni à quoi que ce soit. C'est que ça arrive, c'est tout, avec des mauvaises récoltes, parfois des invasions, parfois des guerres, parfois des pillages et parfois aussi des États confiscatoires qui débarquent et qui, souvent, c'est des communistes, mais ça pouvait être aussi le seigneur local qui décidait, dans un coup de folie, de vous confisquer vos réserves de nourriture, si vous étiez un paysan ou un artisan. Et donc, ça vaut la peine d'avoir un petit peu de réserve. L'État français, par exemple, comme tous les États en Occident, a oublié d'enlever dans sa page, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur sur son site, en France, qui montre, par exemple, qu'il est conseillé à toute famille, à tout foyer, d'avoir un kit de 72 heures avec une lampe torche, de l'eau, une couverture en cas de catastrophe naturelle. C'est une bonne idée. Pour une fois, c'est un conseil utile. Eh bien, simplement, vous pouvez imaginer, en cas de crise plus dure, d'avoir des stocks pour un peu plus longtemps, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Et puis, en général, si vous voulez apprendre, alors, dans mes livres, je structure cela en sept grandes catégories. L'eau, la nourriture, l'énergie, l'hygiène et la santé, la culture, la défense et le lien social. Voilà, on est à 7. Lien social, c'est-à-dire le réseau de gens autour de vous qui peuvent vous aider ou que vous pouvez aider et avec lesquels vous pouvez avoir des rapports d'entraide qui sont des rapports sains, qui ne sont pas des rapports simplement matérialistes d'achat, de vente, de commerce. Dans la vie, il n'y a pas que ça. La famille n'est pas un monde libertarien, bien que je le sois. La famille est un des rares endroits où on a une sorte de communisme. Enfin, c'est pas tout le monde qui décide. Et puis la défense, c'est simplement faire face à cette violence potentielle, qui pourrait arriver en temps de crise. Et puis, les premiers éléments que j'ai mentionnés sont des éléments liés à notre survie pure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'être relativement propre et hygiénique, on a besoin d'énergie pour se chauffer, pour la lumière, etc. Eh bien, tout ça est relativement facile à mettre en place en cas de coup dur. L'autonomie, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un stock de boîtes de conserve. Notre ami Charles Sana nous parle de ces boîtes de raviolis depuis de nombreuses années. Il a raison. D'ailleurs, c'est un très bon investissement face à l'inflation d'avoir ces stocks déjà il y a 3 ou 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Mais c'est dégueulasse, hein, les raviolis en conserve. Je vous déconseille. Il y a beaucoup mieux. En France, vous avez des cuisses de canard en conserve. Elles sont pas mal. Bref, vous faites vos conserves, mais ça, c'est pas de l'autonomie. Ça, c'est un stock. Donc, on est comme dans une comptabilité avec un stock qui va s'épuiser si la crise dure longtemps. En revanche, apprendre à avoir un petit peu de potager. Alors, je sais, vous allez me dire, j'habite à Paris, j'ai pas de potager. OK, faut peut-être quitter ces villes. Peut-être. L'idée n'est pas de produire comme un agriculteur. L'idée, ce n'est pas de revenir dans le Larzac comme on faisait dans les années 70 et faire des fromages de chèvre. L'idée, c'est d'avoir un tout petit peu d'expertise et de connaissances pour tendre vers l'autonomie, un tout petit peu au moins, dans l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, la production énergétique. Par exemple, la production énergétique, produire sa propre électricité. C'est super simple. Alors, si vous voulez produire pour votre machine à laver, votre chauffe-eau, votre four à micro-ondes, tout ça simultanément, c'est compliqué et c'est cher. C'est pas impossible, mais c'est cher. Si vous voulez simplement avoir un minimum d'électricité en backup au cas où, ça m'arrive d'avoir des coupures d'électricité ici l'hiver avec la neige, eh bien, vous avez, j'en ai un ici, vous avez des petits gros, enfin des chargeurs électriques pour 200-300 euros, 400 euros. Vous avez, que vous pouvez charger par panneau solaire. Là, pour le coup, le panneau solaire a son utilité pour ce genre de choses. Et vous avez de quoi tenir 24 heures pour une consommation raisonnable, 3-4 ampoules, puisque ça a des sorties de 120 volts. Bref, c'est un exemple, on veut dire, tactique d'un outil qui vous donne un tout petit peu d'autonomie euh, sur un laps de temps court. Alors moi, je ne parle pas forcément d'effondrement de la civilisation. C'est pas impossible,
Je parle d'effondrement économique. C'est à un degré moindre. Je ne pense pas qu'on va dans un monde qui va ressembler à Mad Max ou des films catastrophiques. Simplement, je dis, voilà, on va dans des mondes où l'économie, particulièrement en Occident, pour des raisons que vous avez entre autres décrites et que j'avais décrites également extrêmement résumées, idéologiques et d'incompétence, et aussi de tendances structurelles lourdes, vers des moments très difficiles dans lesquels on va mal réagir. Les gouvernants paniquent, en plus ils sont incompétents, en plus ils sont idéologisés comme... En fait, entre nous, ça ressemble au grand bond en avant, ce truc-là. C'est des politiques économiques complètement débiles, exécutées de manière incompétente en plus par des gens qui n'ont jamais bossé, donc ils ne savent pas ce qu'ils font, par des gens qui sont en plus ça ressemble beaucoup à l'ancien régime, avec des nobles qui ont des fermages, qui ont des passe-droits, les mecs qui piquent dans la caisse, ils vont jamais en prison. Ça va finir comme l'ancien régime a fini, hein, je le crois. Mais justement, comment est-ce qu'on peut s'affranchir, enfin, devenir autonome dans un État où on est de plus en plus contrôlé, où on est justement pas du tout encouragé à devenir autonome? Est-ce que c'est vraiment possible en France? On ne peut même pas accéder à la propriété. C'est compliqué. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Certaines sont illégales, d'autres sont carrément d'une moralité douteuse, si je vous donnais le fond de ma pensée. Donc, je ne dirais pas celle-là. En revanche, je vais vous donner l'exemple le plus, comment dire, à mon avis, simple. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un état d'esprit qui doit changer. La plupart d'entre nous, et malheureusement particulièrement dans des pays qui sont habitués à un socialisme rampant depuis 50 ans, on doit d'abord changer de mentalité. On doit apprendre à se dire on est des hommes et des femmes libres. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est un blocage mental chez beaucoup de gens. Même les Gilets jaunes, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était plus d'aide de l'État. Ils voulaient plus d'État pour les aider à l'origine. C'était pas la liberté, c'était pas l'indépendance, c'était pas l'autonomie. Ils voulaient aider-nous plus parce que la vie est dure et on n'y arrive pas. L'État leur avait bien fait comprendre à quel point il avait la population en haute estime, hein. On a bien vu à coup de enfin, les balles réelles bientôt. C'est la prochaine étape. Mais à partir du moment où on se dit je suis un homme libre, il faut rejeter l'État. C'est mon avis, hein. Vous pouvez penser autrement. Vous avez parlé quelqu'un avait parlé des tâches régaliennes, mais moi je pense que même les tâches régaliennes, c'est pas à l'État de les faire. Enfin, je pense qu'il ne faudrait pas d'État. Alors, je sais, je suis utopiste, c'est pas demain la veille qu'on y arrive. Il faut y aller progressivement. Mais déjà dans sa tête, il faut partir de l'idée que l'État, c'est votre ennemi. Il ne vous représente pas, il ne veut pas votre bien, il vous traite comme un paysan, c'est un mauvais exemple, comme un exploitant agricole traite son bétail. Vous êtes une vache qu'il va traire et un jour, il va vous amener à l'abattoir. C'est tout. Et je sais, ça choquera beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent ont vécu toute leur vie, ont une partie de leur vie avec un État qui donnait l'impression d'être bienveillant. Après tout, en France, vous êtes un pays extraordinaire. Vous avez créé les centrales, enfin, vous êtes équipé de centrales nucléaires de manière avant-gardiste. Vous avez développé des technologies incroyables dans l'aviation, dans le train, avec les TGV. Il y a eu un moment où l'État stratège a existé en France, et réellement pour le bien de la population, comme ça a été le cas en Chine depuis une vingtaine d'années, où on peut dire ce qu'on veut sur le régime communiste chinois, mais il travaille pour les Chinois aussi. Aujourd'hui, c'est évidemment plus le cas. Et en réalité, l'État revient à sa nature profonde, qui est celle d'un exploitant, que ce soit l'ancien régime avec des rois et des nobles. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a des roitelets, une noblesse qui est au service de très grands propriétaires qui sont en fait, si on remonte vraiment très très loin, attention, qui je vais dire, non, ça va être les grands hedge funds, les BlackRock et les autres, qui, quand on regarde, quand on combine les chiffres et qu'on ajoute les différentes parts des entreprises, des multinationales, à la fin, on a une cinquantaine de ultra-milliardaires et 4 ou 5 hedge funds qui dirigent et qui contrôlent par effet de contrôle de pourcentage de propriété 30, 40, 50% de tout. Et donc, ils font la loi. Mais ce n'est que 50 ou 60 personnes en réalité. Donc, avec leur garde du corps, c'est pas difficile, hein, à débloquer. Alors moi, je suis pas pour aller moi, je suis pour cette séparation, cette sécession mentale. Alors vous allez me dire, tu es naïf, ils peuvent t'envoyer les flics. Je ne fais rien d'illégal pour l'instant. Et je trouve les moyens. Alors on peut être malin, on peut aussi créer sa maison
Ça peut être une entreprise. Son immobilier, il peut se défiscaliser entre des holdings. Enfin, il faut être malin en fonction de ses moyens, évidemment. Donc, je dis souvent, un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, c'est aller voir un fiscaliste. C'est pas dû à tout le monde. Si vous êtes ouvrier au SMIC, enfin, ça n'existe plus les ouvriers. Si vous êtes un employé au SMIC, c'est vrai que c'est compliqué de défiscaliser, de fuir les griffes tentaculaires de l'État. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des stratégies. Mais fondamentalement, c'est un état d'esprit tout d'abord. Le mental, c'est le plus important. Et est-ce que, donc, j'imagine que l'idée du survivalisme, c'est aussi de devenir un peu plus individualiste ou de tourner plus vers soi. Est-ce que c'est pas un peu dangereux finalement de voir aussi les autres comme des ennemis ou des opposants qui pourraient venir nous envahir? Je sais pas. Alors, l'ennemi, en général, c'est lui qui vous désigne. Moi, personnellement, quand je suis né, je ne suis pas né en disant l'État, c'est mon ennemi. J'ai simplement remarqué que, de fait, c'est lui qui vient me voler mon argent tous les ans avec la déclaration fiscale. Dans certains pays, c'est carrément à la source. Il vient voler le fruit de mon travail pour le redistribuer en gardant une grosse partie pour lui. Et en plus, il s'endette. Il endette ma famille, il endette mes enfants pour des générations. Alors, je paierai jamais ça. Hein. Il m'impose des lois que je n'ai pas choisies. Là, j'ai reçu un truc, j'ai pas de télévision, je reçois une facture pour la redevance télévisuelle qui est obligatoire en Suisse. Mais ils vont se brosser avant que je paye. Hein. Ils vont devoir dépenser beaucoup d'argent au tribunal avant que je paye les 500 balles qu'ils m'ont envoyé comme facture. Bref, il y a un moment où il faut avoir de la défiance. Si je vais la prochaine fois que j'irai voir un juge, je lui dirai, mais je ne reconnais pas l'État comme étant souverain. Alors, il va sûrement me condamner, mais dans mon esprit, voilà, je reviens à mes racines italiennes, qui est de dire j'en ai rien à battre. Alors, attention, tout ce que je viens de dire, c'est un luxe. C'est un luxe qui a un prix et qui a un coût. Et ce coût est à la fois dans l'autonomie, mais aussi dans une forme d'indépendance financière. Parce que je sais très très bien que pour beaucoup de gens, c'est un raisonnement qui paraît hallucinant, ce que je viens de dire. Parce qu'encore une fois, on est programmé depuis la petite enfance, depuis l'école, on est endoctriné, l'État, c'est tout. Enfin, on est dans un monde qui ressemble beaucoup au fascisme, mais dans sa version noire, parce qu'au moins le fascisme italien, il y avait un côté gros lolo, raplapla, quoi, à part la guerre, malheureusement. Mais là, on sent le contrôle total. La Stasi aurait rêvé d'avoir la capacité de faire ce que les États sont capables de faire dans la surveillance, dans le contrôle. Et tout ça, en plus, pour nous pousser à bout. C'est ça que c'est pour ça que ça me fait penser à cette. Je tends à l'hypothèse de la grosse incompétence. Parce que ces gens ne se rendent pas compte qu'à pousser les gens à bout, ils les poussent à la révolution. Alors, à moins qu'ils aient un plan d'extermination, mais je ne vois pas comment. Ils ont bien essayé avec la médecine magique expérimentale à plusieurs doses, mais je ne crois pas que c'était voulu, mais c'était largement évident que ça allait foirer leur truc et que c'était dangereux, donc il ne fallait pas. Ça ne marche plus. Ils vont se prendre dans des révoltes et qu'encore une fois, la prochaine fois, les Gilets jaunes, ils vont y aller avec des fusils de chasse, hein, ils ne vont pas y aller avec des slogans. Et si ce n'est pas en France, ce sera en Allemagne. Si ce n'est pas en Allemagne, ce sera en Italie. Et après, ça fera traîner de poudre. C'est bien pour ça, quand vous avez remarqué, il y a la force de police européenne qui a comme idée Le prochain sport. Voilà, de projeter des policiers polonais en France, des Anglais en Italie, des Italiens en Allemagne, de manière à ce que... Mais moi, je ne crois pas que le policier polonais, au bout d'un moment, il va obéir quand il s'agira de tirer sur la foule en France ou en Espagne et inversement. Parce qu'on est des... Je pense que des mercenaires ukrainiens feraient bien l'affaire. Alors, des mercenaires nazis, oui, c'est possible, mais au bout d'un moment, voilà, on arrive au scénario que je ne vais pas expliciter, dont je ne voulais pas parler. C'est qu'à un moment, il y a quoi, 100 000 policiers dans un pays comme la France? Il y a 60 millions d'habitants. Ils ne feront jamais le poids. C'est pas possible. Et même si une toute petite partie de la population descend avec son fusil, les policiers vont rentrer chez eux, hein, queue entre jambes, très vite. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas, d'abord, on n'a pas la force physique qu'avaient les nazis ou les communistes. On n'a pas la volonté même vous imaginez les représailles sur la famille. Non, au bout de
au bout de quelques... Enfin, c'est là où vous voyez, je suis optimiste. Moi, je pense qu'au contraire, ça va très, très bien finir. Simplement, la vraie question, c'est que pendant tout ça, parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas l'intention d'y participer. On peut me traiter de lâcheté. Moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Moi, je veux rester tranquille dans mes montagnes, avec ma famille. J'ai passé l'âge de faire de la politique. J'ai essayé il y a longtemps. Je m'en suis pris plein la gueule. Ça ne m'intéresse plus. On va voir ce qui va se passer. Mais la vraie question, c'est que pendant qu'il va y avoir ces tumultes, potentiellement, alors quand? Maintenant? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Moi, j'ai expliqué en 2011 qu'à mon avis, ce serait entre 2020 et 2025. Alors peut-être qu'on a gagné un peu de temps avec la présidence Trump, on a un peu retardé tout ça avec les gaz de schiste, mais enfin, on y est, quoi, à mon avis. Et c'est que le tumulte crée la dislocation des chaînes d'approvisionnement de l'économie. Et en fait, 80% de mon livre est sur ça, hein, sur cette, et les suivants également, sur comment on fait fi de ces dislocations. Parce que les camionneurs, dans une ville en émeute, et au bout si ça dure plus que 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il commence à y avoir un vrai problème d'alimentation, d'eau, même de services d'électricité qui ne fonctionnent plus dans certains quartiers, puis ça se propage. Donc la perte de contrôle est très probable dans ces situations difficiles. Alors, Et voilà. si je puis me permettre, 2, 3, 4 semaines sont des délais qui sont même assez inimaginables, tant une situation de chaos surviendrait probablement avant la fin de la première semaine. Mhm. Rappelez-vous de ce que disait Claude Lévi-Strauss. Qu'est-ce qui sépare la civilisation de la barbarie? 5 repas. Ouais, c'est ça. Pierrot la connaît par cœur, évidemment. Ouais, ouais. En 2016, le gouvernement allemand, c'était alors Angela Merkel qui présidait, et en fait c'est le ministère, je savais pas que ça existait, mais j'ai retrouvé l'article dans le Frankfurter Allgemeine. Donc le ministère était celui de l'alimentation. Il y avait un ministère de l'alimentation, ou peut-être un, un secrétariat d'État. Et donc, il avait recommandé, ça avait fait un petit peu quand même le buzz, il a recommandé aux Allemands de se constituer un stock de façon à pouvoir vivre en autonomie 14 jours. Alors, ce ministère, l'abréviation c'est FAZ, recommandait donc de quoi faire 5 kilos de pain, 5 kilos de pâtes, 5 kilos de pommes de terre, je l'ai sous les yeux, là, donc je le lis, hein, c'est Frankfurter Allgemeine. Hein. 5 kilos et demi de conserve de légumes, 3,5 kilos de fruits secs, 28 litres d'eau, 2 kilos de poisson et de viande en conserve. Mais ce n'est pas tout. Se constituer des réserves d'essence, de vaccins, d'antibiotiques. Bon, en France, c'est impossible puisque c'est uniquement sur prescription. Par contre, je peux vous dire que vous trouvez des antibiotiques comme vous voulez en Serbie, en Hongrie, en Bulgarie, c'est en vente libre, même en Espagne, je crois, enfin à vérifier. En Espagne, ce sont les anti-inflammatoires qui sont en vente libre. Personne ne redoute qu'en Espagne que quelqu'un se fasse une overdose d'anti-inflammatoires ou d'antibiotiques. Il n'y a qu'en France qu'on pense que les gens sont complètement crétins. Mhm. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est imposé aux Français, la vision qu'ont nos élites, c'est qu'on est complètement crétins. Et peut-être que c'est la seule vision qu'ils peuvent avoir de nous s'ils jugent par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire quand on est très intelligent, on a tendance plutôt à faire confiance, ou faire confiance dans l'intelligence, faire confiance dans l'autonomie intellectuelle. Je veux Bon, dire, après, s'entourer de gens intelligents, c'est généralement un comportement de gens intelligents. S'entourer de courtisans, de lèche-pommes, de brosseurs, de chaussures et d'anciens camarades de promo qui n'ont rien prouvé dans leur vie, ça, c'est quand même le symptôme d'une dérive du système. je Et vois pas du tout à qui vous faites référence. pour reprendre une référence un peu biblique, malheur à toi, le peuple dont le prince est un enfant. Mhm. Je crois que ça vient de l'Ecclésiaste, mais Oui, vous vérifierez. Ecclésiaste.
Voilà. Donc nous sommes à peu près dans tout ça. En tout cas, l'Allemagne, de façon très concrète, donner des recommandations aux Allemands en 2016, et qui, à mon avis, aujourd'hui, je vous les ai données in extenso, on peut, je pense, encore aujourd'hui se reposer là-dessus. Alors en fait, effectivement, après, pour avoir des panneaux solaires pour s'alimenter en cas de coupure d'électricité, il faut évidemment avoir un logement individuel. Vous ne pouvez pas mettre ça sur votre balcon, et surtout pas si votre balcon est au nord ou à l'est, vous n'aurez pas beaucoup de lumière. Si vous avez également une propriété privée, vous pouvez y poser une petite éolienne qui va vous générer également un petit complément de courant. Et puis c'est vrai que d'avoir un petit compresseur fonctionnant au diesel, c'est pas mal. Si Mhm. vous avez plus qu'une voiture électrique et qu'il n'y a plus de courant, vous pourrez au moins la recharger pour espérer aller faire vos courses à 15 ou 20 kilomètres. Ouais. Et là, enfin, j'ai mes cousines au Canada qui m'envoient des photos, je suis mort de rire. Toutes les Tesla et autres véhicules électriques en panne au bord des routes parce qu'à moins 25, la batterie se décharge, elle perd pratiquement 50% de son autonomie. C'est extraordinaire. Donc, dans nos campagnes, quand il fait froid, et je pense notamment aux gens qui habitent le Jura Mhm. ou la montagne, et c'est quand même pas mal de ne pas compter que sur le courant que peut vous livrer le EDF, Engie ou autre opérateur alternatif. Donc avoir un petit générateur fonctionnant à l'essence ou au fioul, ça peut effectivement vous permettre de cuisiner ou de recharger votre véhicule électrique si jamais vous vous êtes laissé convaincre et avez abandonné votre véhicule thermique. Si vous avez encore un véhicule thermique, évidemment, avoir une petite réserve d'essence, 30-40 litres, c'était pas mal. C'était la recommandation du gouvernement allemand de 2016. Voilà. Alors ensuite, je vais laisser Pierrot rebondir là-dessus. Moi, je crois beaucoup à la solidarité Mhm. par rapport à l'individualisme. Mhm. Alors la solidarité, c'est effectivement d'être capable d'échanger des choses. Si on a une résidence secondaire, un petit peu de terrain, je recommande vivement d'avoir une selle et que chacun produise en fonction de son degré de fréquentation. C'est quelque chose qui requiert un soin presque quotidien et d'autres, avec un soin hebdomadaire, on s'en sort. Donc, que des voisins, par exemple, s'entendent pour produire chacun quelque chose dont il est à peu près certain de pouvoir le mener à bien. Donc, des solidarités locales. Alors après ça, évidemment, ceux qui le peuvent, élever quelques poules, quelques lapins. Je rappelle quand même que dans le droit français, vous êtes obligé de déclarer si vous avez 2 poules, car vous êtes déjà considéré comme un éleveur. Si votre voisin vous a demandé l'autorisation de laisser paître ses moutons dans votre champ, vous allez être aussi considéré éventuellement comme éleveur. Bref, si vous voulez éviter les ennuis, bah, faut déjà qu'entre voisins, on évite de se dénoncer auprès des Oui. autorités de la espèce de machinerie administrative qui veut se rendre maîtresse et contrôler absolument le moindre des actes de notre vie. Oui. C'est pour ça que les cochons, et je pensais aux Allemands, ils ont oublié les saucisses dans leur liste. Comment ils vont faire, les Allemands, sans saucisses? Mais c'est vrai que dans l'élevage, le cochon, c'est très très bien parce que le cochon, ça mange l'inspecteur des impôts. Maintenant, plus sérieusement, et vous avez compris que j'aime bien être provoquant et que j'ai un sens de l'humour très, très décalé, vous posiez la question tout à l'heure, et ce qui va me permettre de rebondir sur ce que vous dites tout à fait, à tout à fait juste titre, sur l'individualisme. L'individualisme, ce n'est pas le survivalisme. J'aime pas, enfin, ce mot, je l'accepte, mais vous savez, l'origine du survivalisme nous vient des États-Unis, comme souvent les bonnes ou les mauvaises choses. Mais l'idée à l'origine est liée à la guerre froide et cette peur de l'échange nucléaire et que bah, ce mouvement s'était développé chez des gens qui étaient d'une part très défiants par rapport à l'État, ça je pense qu'on l'a compris, mais qui pensaient s'en sortir en cas de guerre nucléaire. Mais en réalité, la version plus moderne et l'évolution de ce mouvement qui avait ses extrémistes, comme ces gens très babacool, il y avait tout était représenté aussi toutes les tendances étaient représentées dans ce, on va dire, ce mouvement qui s'est beaucoup démocratisé ces 20 dernières années, ces 10 dernières années particulièrement, et avec le Covid, ça a juste explosé un peu partout. J'ai pu le voir avec les ventes de mes livres.
que le Covid a redonné un coup de fouet assez important aux 6 livres que j'ai écrits sur le sujet, eh bien, c'est qu'il est lié sur le fait de s'en sortir par rapport aux crises, mais dans un monde d'individus individualistes à l'extrême, c'est notre culture déjà un petit peu à la base occidentale, mais qui s'est exacerbée par le consumérisme et l'urbanisme des 100 dernières années. Eh bien, il faut démarrer quelque part. Et quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, il y a plus de 30 ans, j'ai eu ma période gaucho-écolo. Et j'ai milité au sein pas du parti, mais du mouvement écologiste, pour très vite comprendre que c'était beaucoup d'idéologie et pas beaucoup de compréhension de ce que ça veut dire la nature, ce que ça veut dire préserver les niches écologistes, ce que ça veut dire combattre la pollution au lieu de combattre des trucs fumeux, comme c'est le cas de le dire, comme le gaz carbonique, qui est en fait une nourriture pour les plantes. Enfin bon, on n'est plus à une incohérence près avec ces gens-là. Eh bien, lorsque j'avais cette jeunesse idéaliste et un peu naïve, euh, je me disais, on va changer le monde tous ensemble, avec des bisous et en se donnant la main. Et j'ai très bien vu que non, le monde est rempli de gens égoïstes. Enfin, merci Adam Smith, il s'en était déjà rendu compte. Les Romains le savaient, les Grecs. Enfin, bref, on le sait dès qu'on a passé les 25 ans, généralement, on s'en rend compte. Et que cet égoïsme, ben, il est basé sur nos besoins, nos envies, et que finalement, quand on laisse la liberté aux gens, ça s'auto-équilibre parce qu'il n'y a pas d'excès dans la liberté. L'excès, c'est dans la tyrannie, c'est dans l'étatisme, c'est dans les dictatures qu'on a les excès, et les génocides et tout le reste. C'est pas les individus qui font ce genre de choses. Et donc, j'ai sciemment voulu revenir à l'individu en disant, bon, si tu es libre, tu maîtrises toi-même et tu es responsable de ce que tu fais. Et ma définition du survivalisme, c'est être un adulte responsable qui prévoit l'avenir, bon ou mauvais, et s'y prépare. 4 concepts très simples, compréhensibles à un enfant de 4 ans normalement, 6 ans, allez. Et, euh, et donc, par cet individualisme au point de départ, peut-être que par notre exemple, on va convaincre les gens autour de nous, mais on ne va pas attendre que les gens soient d'accord ou mutualiser l'effort, ce qui nous, ce qui nous permet de rien faire en attendant. Non, 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 c'est pas ça. On va travailler, on se prépare, on fait nos formations, on va apprendre des nouvelles choses. Encore une fois, ce n'est pas un truc à temps plein, forcément. C'est à côté de son travail. Moi, je connais ici en Suisse, près de moi, des avocats, des assureurs, des gens qui sont dans le tertiaire, parfaitement à fond dans le monde financiarisé, tertiarisé, urbanisé, mais qui à côté, ils sont militaires dans l'armée suisse, ils ont un petit potager comme hobby, ils font du sport pour se maintenir en forme, ils travaillent leur santé, ils ont leur petite, même grosse pharmacie à la maison avec, comme vous l'avez dit, des antibiotiques, etc. Et ils savent les utiliser parce ils ont lu la notice, ils sont allés se renseigner. Aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement plus facile. On sait comment utiliser, pourquoi, pour beaucoup de médicaments, pas tout, parce qu'il y en a qui sont très pointus, mais et ceux qui ont des problèmes d'ailleurs pointus médicaux, eh bien, ils vont faire leurs réserves. Et beaucoup de gens me disent, mais comment je fais à avoir des antibiotiques? Mais tu deviens pote avec un pharmacien et tu lui expliques. Et si ça marche pas, tu lui dis, je vais partir en Tanzanie ou Dieu sait où. Attention, en France, des pharmaciens ont dénoncé des médecins qui prescrivaient des protocoles qui Ah, permettaient de se sortir des premiers symptômes un peu oui, désagréables du Covid. En France, il y a eu de la oui, délation. oui, bon, c'est pas nouveau. Et Malheureusement, donc, chaque pays a ses désavantages. Hein. il vaut mieux être sûr de son pharmacien, à mon avis, oui. Les Allemands aiment bien la saucisse, les Français, ils aiment bien vendre des gens aux Allemands. C'est comme ça. En Italie, moi je dis cochon, c'est très bien. Ça marque les esprits une fois qu'il y a 2, 3 personnes qui sont fâchées, qui ont disparu près de la ferme où il y a des cochons. Cela dit, plus sérieusement, mais vous avez raison, il faut faire attention, bien sûr. Mais moi, je connais aussi des pharmaciens qui ont fait des vaccins très, très bien faits pour plein de gens. Hein. Donc, bref, c'est comme partout, il y a de tout. Maintenant, c'est à partir de cet individualisme qu'on peut recréer du collectif. Parce que quand on est quand on regarde au quotidien
modestement ma vie ou les gens qui me font le plaisir de travailler pour leur autonomie. En réalité, ils ont des vies très joyeuses, très apaisés, puisqu'ils ont une assurance. Ils savent que s'il leur arrive quelque chose, ils ont un petit peu plus de chances de s'en sortir. Mais surtout, ils travaillent. Le septième pilier de ce que j'expliquais, c'est le lien social. En fait, ils redéveloppent ce lien social. Et peut-être le plus gros mal que l'État nous a fait sur les 60 dernières années, c'est d'avoir mutualisé la solidarité en réalité et de s'être accaparé de cette générosité, de la charité qui était depuis toujours et qui font partie de l'âme humaine parce qu'on est tous en réalité solidaires. Déjà avec notre famille, parce qu'on les aime, en général, souvent. Pas toujours, mais souvent. On est solidaires avec les gens qui nous ressemblent, nos cousins, nos amis, nos voisins. Et parfois même, quand on voit les élans de générosité, en tout cas qui existent en Europe, aux États-Unis, quand il y a des catastrophes naturelles à l'autre bout du monde, il n'y a que les. Enfin, bon, on va pas aller dans les polémiques, mais on aide les gens. Donc c'est dans la nature humaine de vouloir aider. Et l'État a joué là-dessus pour nous dire je vais vous voler votre argent pour financer des guerres. C'est temporaire, mais bon, après on va le prolonger, etc. Bon, on connaît l'histoire de l'impôt. Pour, encore une fois, après s'en mettre énormément dans la poche, faire vivre les copains, les fromages, on connaît tout ça, et bien ensuite le redistribuer à qui on veut et de manière goutte à goutte, alors que la charité fonctionnait très très bien avant l'impôt. Quand on voyage dans le monde, on se rend compte qu'il y a des hôpitaux gigantesques fabriqués au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, avant l'impôt, par les rois, même les riches industriels Les américains. invalides en France. Pardon? Les invalides en Les France. invalides, Carnegie à Pittsburgh a financé toute la ville. Enfin bref, il y avait une pression sociale aussi. Évidemment, c'est jamais gratuit, entre guillemets, mais c'est même ces robber barons américains qui redistribuaient les Rockefeller, etc., qui étaient des saloperies. Hein, enfin, en tout cas, le Rockefeller, c'est une saloperie. Même malgré tout, il a redistribué une immense partie de sa fortune parce qu'au bout d'un moment, il savait très bien que les gilets jaunes de l'époque, ils n'avaient pas des gilets jaunes, mais ils avaient autre chose, et en tout cas, ils avaient un fusil. Donc, il savait que si dans sa ville, au bout d'un moment, il exerçait un monopole tyrannique, les gens allaient le dégommer. Et en fait, on a aussi une mythologie liée aux seigneurs du Moyen-Âge. C'était beaucoup plus apaisé et beaucoup plus sympa que ce qu'on imagine dans ce qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire que le seigneur, il savait très bien, et il y en a qui en ont fait les frais, qu'au bout d'un moment, s'il ne redistribuait pas une partie de ses biens et que s'il n'organisait pas des fêtes du village de temps en temps, etc., le village, il allait venir lui brûler, lui, son château, et aidé par ses propres soldats. Donc, les fameuses jacqueries. Exactement. Et remarquez qu'en France, on a plutôt tendance à réprimer très très fortement les jacqueries plus que les révolutions. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En revanche, une fois qu'on a développé ce lien social, on est fort. Parce que le lien social qui est basé sur cette volonté fondamentale, empathique de l'être humain d'aider son prochain, alors prochain, dans la racine de prochain, il y a proche, hein, c'est pas le mec qui débarque de Dieu sait où il y a 2 minutes, quoi. C'est celui qui a été avec vous depuis des siècles, votre voisin, les familles se connaissent, etc. Moi, je viens d'un petit village en Italie à l'origine. Quand j'y retourne, je vois très très bien que j'ai des amis d'il y a 50 ans qui sont toujours là. Bref, cette culture, on doit la reconstruire. Et c'est du travail au quotidien, mais c'est pas non plus un travail colossal. C'est un petit truc, c'est travailler l'amitié. Ça se fait autour d'un repas. Et j'ai ma voiture qui a un problème, t'es mécanicien, est-ce que tu veux bien donner un coup d'œil? Et je te fais un bon prix, et je te fais payer cash, et on déclare rien, et voilà. Bref, on doit réapprendre à faire ce qu'on faisait depuis toujours. Simplement, on l'a oublié depuis 30, 40 ans. Et ça, ce sont des petites choses, mais je le vois aussi en ville, parce que je retourne de temps en temps dans les villes quand même. Je travaille qu'avec des commerçants avec qui j'ai ce genre de rapport pour encadrer une carte géographique, justement, ou faire la vidange de la voiture, parce que je ne sais pas la faire moi-même, etc. Enfin, je sais la faire moi-même, mais ce serait sale. Je préfère la faire par un professionnel, etc. Et donc, à la fin, ça devient je dirais pas des amis, mais ça devient des gens avec qui on a confiance. Et après, le pendant de tout ça, le côté entre guillemets négatif, c'est que la dénonciation, elle va être punie par, non pas le cochon, je plaisantais évidemment, mais elle va être punie par l'ostracisme, par
Bah, l'engueulade, éventuellement, voire les coups. Je plaisante sur les coups. Par les bisous. Et par le fait d'être tout d'un coup désagréable et de faire une mauvaise publicité. Moi, j'envoie tout le monde chez mon pharmacien. Parce que il fournit mes amis. Alors, je vous dis pas qui c'est parce que je n'envoie pas littéralement tout le monde, mais tous mes amis vont se fournir en médicaments et pas que en antibiotiques parce qu'ils n'en ont pas besoin. On n'a pas besoin d'antibiotiques tous les jours. Mais ils vont faire leur stock et leur consommation quotidienne chez eux. Et c'est de bonne guerre, c'est normal. Donc, à la fin, on doit réapprendre à devenir des hommes libres. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on a été, encore une fois, formés depuis l'école, depuis le jardin d'enfants, à voir l'État comme étant celui qui vous aide, celui qui vous donne tout. C'est le Dieu, c'est le souverain, c'est le roi, c'est l'ecclésiaste, tout mélangé. Et non, 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 l'État totalitaire, surtout quand on se rend compte qu'en fait, il vous amène à l'abattoir, peut-être littéralement, ben, il faut se déprogrammer. Alors je sais, c'est dur pour beaucoup de gens et c'est dur pour certaines cultures. Si ce discours chez un Napolitain ou un Sicilien, il va me dire, mais tu m'apprends rien. On sait très bien qu'on s'en fout de l'État et qu'on se débrouille sans lui. Mais dans certains pays, ce discours dans des pays du Nord est pas compréhensible. J'adapte ce discours avec vous qui avez peut-être un public plutôt français. Je sais que je vais en choquer certains, mais certains d'autres vont me dire oui, je suis d'accord. Je pense que nous avons un public un petit peu éveillé, mais un public à qui vous n'auriez pas fait croire, il y a 3 ou 4 ans, qu'aujourd'hui, il y aurait des pénuries de médicaments, 3000 références sur les 32 000 que comporte le Vidal. Alors bon, les experts nous disent qu'il y a 80% des références qui pourraient disparaître parce que l'équivalent existe sous une autre forme ou un autre nom. Néanmoins, 10% des références sont manquantes parce que l'État n'est plus capable d'approvisionner la France en médicaments. Si je vous avais dit ça il y a 3 ans, personne ne pouvait le croire. Parce que là, on peut toujours dire l'État, il nous taxe, l'État nous fait les poches, l'État ne facilite pas la vie du chef d'entreprise, est trop, au contraire, fait preuve de beaucoup trop de mansuétude avec le fraudeur. On peut tout entendre, mais je n'aurais jamais convaincu qui que ce soit qu'avec l'incompétence des gens qui sont au pouvoir depuis 5 ou 6 ans, la France pourrait se retrouver avec des pénuries de médicaments tels que d'anciens pays de l'Est n'en connaissent pas, ou que des pays d'Afrique n'en connaissent pas. Donc là, on n'est pas en train d'inventer le fait que la France va manquer de quelque chose et que c'était tout à fait accidentel. On a manqué de moutarde aussi. Hein. Alors que je savais qu'il y en avait qui étaient stockés dans des grands entrepôts, prêts à être ressortis avec une majoration de 30 ou 40% du prix du pot. On a manqué de moutarde, c'était pas très grave. Mais les médicaments, là, c'est gravissime. Parce que si vous n'avez pas votre traitement, si vous n'avez pas la bonne insuline, si vous n'avez pas le bon traitement anticancéreux au bon moment, ce sont bien des vies humaines qui sont perdues. Là, c'est pas seulement une perte d'opportunité, Oui. ou le fait qu'effectivement qu'on a pu manquer de moutarde et que voilà, notre gastronomie s'en est trouvée un petit peu affectée. Nous sommes déjà confrontés à des manques très importants. L'insuline, je le dis, c'est quelque chose d'absolument vital. C'est un truisme de le rappeler, mais il faut que je le fasse parce que dans nos médias, on n'en parle pas. Il y a une omerta totale. Bon, là actuellement, avec le blocage de la mer Rouge, l'industrie automobile, là, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, va s'arrêter. C'est pas, j'invente rien. Hein, c'est pas une prédiction que je fais au doigt mouillé, puisque Tesla a déjà annoncé qu'ils ont calculé que le manque de pièces, ça va pas arriver à Hambourg ou à Hanovre à temps, ou à Gênes, parce que ça remonte aussi à travers la Suisse. Hein. Ils n'auront pas de pièces à Berlin à partir de très rapidement, là, à fin janvier, les chaînes vont s'arrêter. Donc, vous allez voir que une forme de démondialisation, comme on l'a vu avec le Covid, avec les pièces qui n'arrivaient plus de Chine parce que il y avait 2 gars qui avaient toussé dans une grue ou en train d'amarrer un bateau et on avait fermé le port. On a vu qu'on était complètement dépendant et que si le matériel n'arrive plus de la Chine, notre industrie s'arrête. Si les Chinois se fâchent
C'est parce qu'on continue de dire à Nvidia, vous leur envoyez plus les puces dernier modèle, etc. Vous leur envoyez des vieilles techno, etc. Les Chinois se fâchent et disent, bah, nous, on vous envoie plus d'aimants permanents. J'invente rien. C'était une annonce qui a été faite le 2 ou le 3 janvier. Voilà. Donc les Chinois, s'ils décident qu'on les agace, ils ont toute la liste de ce dont ils peuvent nous priver puisque nous sommes totalement dépendants d'eux. Ils ont Donc, déjà dans le commencé. survivalisme, il y a aussi d'abord à la base la prise de conscience qu'il y a des tas de gens qui ne nous veulent pas du bien. Bon, les Chinois ne nous veulent probablement pas de mal. On est des clients. Ils préfèrent faire du commerce que faire la guerre. Nous en sommes d'accord. Mhm. Mais comme ils n'aiment pas perdre la face, si on continue de les enquiquiner ou de les fustiger, vous allez voir qu'ils vont s'arranger pour que nous soyons confrontés avec des pénuries. Et voilà, nous sommes complètement vulnérables. Donc c'est une simple, là aussi, une prise de conscience. Nous sommes complètement vulnérables. Est-ce que les Français savent que la moitié de la sauce tomate que nous consommons en France et peut-être en Europe ne vient pas d'Italie ou d'Espagne, mais vient de Chine? Ouais, c'est vrai. De Chine. Donc là, actuellement, il y a des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes de sauce tomate qui font actuellement le tour de l'Afrique du Sud, C'est au ça. lieu de passer par Suez. C'est vrai, je Voilà. Donc je pense confirme. pas qu'on va manquer de sauce tomate et on manquera probablement pas de raviolis. Alors, Non, je confirme. il suffirait que demain quelqu'un dise ah mais on va manquer de raviolis et vous verrez que les rayons de raviolis se videront dans les 2 heures. On a vu ça avec le Covid où il y avait plus de farine et très très vite il y a des tas d'articles qui ont manqué. Donc vous voyez que la situation est extrêmement fragile. Faites courir Mhm. simplement C'est ça. la simple rumeur qu'on va remanquer de farine, qu'on va remanquer de sauce tomate et tout ce que vous voulez, et vous verrez que les gens courront se ravitailler. Et bien entendu, ils ne prendront pas 500 grammes de sauce tomate, ils prendront 5 kilos, voire tout ce qui Ouais. reste hein, en On a rayon. vu ça, ouais. Ça c'est une chose. S'acheter des piles, imaginez que demain on vous dise, bah, le problème c'est qu'actuellement les Chinois, là, ils ont un peu réduit les exportations de piles. Vous verrez que demain, si on dit aux gens, il faut avoir de quoi tenir et s'éclairer avec quelques piles, quelques jours, ou avoir un poste de radio aussi pour pouvoir capter encore des émissions hertziennes. Si Internet est en rideau, si le réseau électrique est en rideau, ce qui peut arriver pour des choses toutes bêtes, hein, le gel qui surcharge un câble électrique, les poteaux tombent, la ligne est coupée, vous avez plus de courant, vous avez plus Internet, vous avez plus rien. Il suffit que le pylône dont vous dépendez soit alimenté par une ligne qui est tombée à cause du gel ou à cause de je ne sais pas quoi. Il y a un arbre qui a écrasé les, 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 les fils en cuivre et vous n'avez plus d'internet. Enfin voilà. Donc il faut aussi avoir une radio et des piles pour pouvoir Mhm. éventuellement capter ce que va vous dire l'État. Je ne dis pas que l'État vous dira la vérité, mais au moins vous aurez encore un contact avec l'extérieur. Si vous êtes Ouais. totalement dépendant de votre PC et de votre téléphone portable, le jour où le relais à côté de chez vous tombe en rade, et moi qui ai une maison, il y a une raison secondaire, plusieurs fois l'émetteur est tombé en rade, un quart d'heure, 20 minutes. Mais pendant 20 minutes, je n'avais plus de réseau du tout. Et Mhm. s'il y avait une coupure de courant, je ne pouvais même pas aller brancher mon téléphone à mon ordi pour essayer d'avoir Internet. Il n'y avait plus rien. J'avais Mhm. plus de courant et il n'y avait plus de flux depuis la borne d'à côté. Donc voilà, c'est des trucs tout simples, mais avoir une radio avec des piles, c'est quelque chose qu'on peut conseiller. Alors évidemment, après ça, moi, j'entends les moqueries, hein, le fameux Hamsterkauf. Hein, quand on a dit aux Allemands, constituez-vous 14 jours de réserve, on a dit voilà, vous croyez encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais je le répète, tout est extrêmement fragile. Et si, imaginez qu'il y a une attaque, une cyberattaque majeure, bon, Mhm. actuellement, c'est surtout du ransomware. Hein, on capture les données d'un hôpital, on demande une rançon, etc. Mais imaginez que demain, ça soit un grand groupe de distribution qui soit attaqué et que ce groupe de distribution, pour une raison ou pour une autre, d'un seul coup, puisse plus gérer ses stocks, puisse plus ouvrir les magasins, ou il peut encore les ouvrir, mais malheureusement en caisse, il n'y a plus moyen que les paiements passent. On peut tout imaginer. Alors, là, je parle par contre d'un piratage des Mhm. systèmes de paiement. Me dites pas que c'est pas possible, Si, parce si. que l'intelligence artificielle prouve que les personnes malveillantes
et très compétentes, sont capables, grâce à l'IA, d'accroître fortement leur capacité de nuisance, d'intrusion et de perturbation. Ben, imaginez que d'un seul coup, les supermarchés, etc., les paiements en ligne, les paiements sans contact soient d'un seul coup coupés. Alors il restera éventuellement que le cash, mais pour les gens qui n'ont pas de cash, qu'est-ce qu'ils feront? Donc c'est pour ça que il faut n'exclure aucune hypothèse. C'est pas du catastrophisme que je fais là, mais je dis si la France aujourd'hui manque de médicaments, c'est que par incompétence ou pour toute autre cause, on peut être à un moment privé, se retrouver en situation de pénurie. Et pour moi, l'hypothèse de cyberattaque, c'est Mhm. quelque chose que l'on ne peut pas écarter. Et le jour où ça arrive, vous vous direz, mais et pourquoi j'ai pas fait le fameux Hamsterkauf? Pourquoi j'ai pas un poste de radio? Pourquoi j'ai pas un petit peu de cash en réserve pour aller Ouais. faire des courses? Pourquoi j'ai pas un petit peu de carburant pour éventuellement recharger ma Tesla pour aller faire mes courses? Voilà. Donc Ouais. j'entends les moqueries, mais Non, non, regardez, mais tout ce dont on parle est déjà en train d'arriver ou est déjà arrivé. plusieurs petites choses, c'est que évidemment l'organisation d'un État, enfin d'une économie complexe implique des fragilités. Fort heureusement, dans un système libéral, l'inventivité humaine, lorsqu'elle est laissée, lorsqu'on laisse libre cours, elle a tendance à permettre la réorganisation rapide. Et c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, on a vu une réorganisation fort heureusement assez rapide, mais on a touché et on a même, dans certains cas, brisé des certaines limites. Lorsqu'on ajoute des lois débiles par-dessus, on en arrive à des situations où, par exemple, j'ai une Toyota 4x4 diesel ici chez moi, j'en ai plusieurs voitures, mais j'ai celle-ci pour l'hiver. Et tous les 3 mois, le garage en bas dans la vallée, il m'appelle en surenchérant, en ajoutant, en faisant une offre de plus en plus élevée, ce qui fait qu'aujourd'hui, une voiture qui a 5 ans, on me propose plus que le prix neuf pour l'acquérir, parce qu'on n'en trouve plus. Parce qu'on a aussi en Suisse des lois qui rendent difficile l'achat de voitures diesel et qui sont bien pratiques pour la montagne. Et simultanément, vous avez parlé effectivement des flux des chaînes d'approvisionnement qui se tarissent. Là, j'ai une machine qui doit arriver pour une entreprise dans laquelle je participe ici à côté. La machine, bah, elle est retardée d'1 mois parce que le bateau, il a rebroussé le chemin et en ce moment, il fait le tour de l'Afrique. Donc, on a ce genre de problématiques qui peuvent converger et dans une situation malheureusement mal organisée. Et je rigolais tout à l'heure quand vous parliez de cela. En 30 secondes, je vous raconte une anecdote. Ma fille qui avait 12 ans, ma fille est née lorsqu'elle avait 12 ans, elle avait à peu près l'âge mental pour le socialisme, et elle commençait à nous parler à table voilà, qu'il faut donner l'argent aux pauvres, etc., etc. Et par hasard, il y a 2 ans, donc quand elle a eu 14 ans, après 2 ans de discussion sur le socialisme à la maison que j'ai écouté, elle a eu l'opportunité d'aller à Cuba avec une de ses amies dont le père est d'origine cubaine et qui a de la famille là-bas. Et elle a passé 2 semaines plus un peu de confinement supplémentaire là-bas. Donc elle a passé 1 mois à Cuba à Noël. Et elle est revenue complètement changée après avoir vécu le paradis des prolétaires et des agriculteurs socialistes. Bref, on va faire face à des temps difficiles. Il faut souhaiter que non. Il faut souhaiter que ça s'améliore. Je ne vois pas comment, mais on peut le souhaiter. Mais en revanche, voilà, mon message, c'est de se préparer. Je crois que vous allez préparer une petite offre avec mon livre pour vos souscripteurs. Donc, je me réjouis d'avoir le retour. Et pour terminer, je vous annonce qu'en février sort mon prochain livre qui est sur la gestion de la peur. Parce que tout ce dont tu as parlé est un petit peu angoissant, un petit peu anxiogène. Et en fait, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de préparer les gens pour qu'ils n'aient pas peur justement de ce qui arrive, qu'ils soient plutôt rassurés. Mais j'avoue ne pas toujours réussir dans ce projet. Donc, j'ai écrit un livre, le tome 1 sort en février, sur comment est-ce qu'on peut approcher tout cela en maîtrisant nos peurs et les utilisant pour agir et non pas pour flipper, mais peut-être on en reparlera une autre fois. La peur, oui, effectivement. La locution n'ayez pas peur, on la retrouve 365 fois dans la Bible, une Mhm. fois par jour, je ne sais pas s'il y a une symbolique. Et ceux qui
qui ont lu Dune savent que la peur mène à Exactement. l'oblitération. Donc, Exactement. effectivement, il faut être en situation de ne pas avoir peur. Et au départ, il faut d'abord être en situation de lucidité et de conscience. Bah, nos abonnés, eux, savent qu'on préconise de diversifier, évidemment, ne pas avoir que de l'euro sur son compte en banque et ne pas avoir forcément que des comptes en banque dans des banques françaises. Voilà. En complément, évidemment, de petites précautions et du fameux Hamsterkauf que j'ai évoqué. Mais Merci merci. beaucoup pour votre invitation, en tout cas. Merci à tous les deux pour cette interview, c'était très intéressant. J'espère que nos lecteurs pourront appliquer vos conseils et j'invite tous ceux qui nous regardent à télécharger le rapport rédigé donc par Philippe Béchade et notre invité Piero San Giorgio sur les solutions à adopter pour se protéger d'une crise économique. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.